C'est parce qu'il existe une relation indissociable comparable au recto et au verso d'une feuille de papier entre l'information et vous que nous vous donnons quotidiennement rendez-vous sur nos antennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Au sommaire, les trafiquants d'ivoire interpellés à travers le pays, les autorités judiciaires en guerre contre les ennemis de la faune. Les derniers cas de Libreville et de Tchibanga en sont la parfaite illustration. C'est d'ailleurs le seul titre à retenir, l'économie de l'actualité dans un instant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellent confort d'écoute à toutes et à tous. Nous commençons cette édition d'information en bref. Attention aux âmes sensibles car les images sont choquantes. L'échangeur d'Awenje a vécu un véritable drame ce matin. Un homme visiblement à bout de souffle et n'en pouvant plus de la vie a choisi de se donner la mort. L'individu encore non identifié s'est jeté du haut de cet échangeur. Mais avant l'atterrissage, il sera percuté par un camion. Le choc a été tellement violent que l'homme sera coupé en deux. Occasion pour nous d'aborder à présent la page société de cette édition d'information. Un réseau de trafiquants d'ivoire a été récemment démantelé dans la province de la Nyanga, c'est au sud du Gabon. Il s'agit d'un Ghanéen et de 3 Gabonais qui seraient aujourd'hui en attente de leur jugement. Audrey Mébiam. Plus un mois ne passe sans que l'on évoque un cas de trafic de produits de la faune sauvage au Gabon. Cette fois-ci, c'est dans la province de la Nyanga, précisément dans la ville de Tchibanga, que le réseau a été démantelé par une équipe de défenseurs de la nature, la police judiciaire et l'ONG Conservation Justice. Samuel Adama, sujet ghanéen, avait en sa possession une pointe d'ivoire pesant environ 22 kilos, découpée en 3 morceaux. Interrogé, il dénoncera ses 3 complices, Yves Kevin Mihindou, 31 ans, Cédric Mundunga, 31 ans aussi, et Lewis Muketu, lui âgé de 25 ans. Les 3 comparses sont des Gabonais. Les motels seraient devenus les lieux par excellence de commercialisation et d'échange, mieux encore de chute des trafiquants, comme le premier mentionné, qui a été pris en flagrant délit de possession d'ivoire. Les 4 contrevenants sont actuellement gardés à vue dans les locaux de la PJ, en attendant la suite de la procédure judiciaire. Nous restons dans ce registre. 3 sujets gabonais, dont un agent de la sécurité pénitentiaire, ont été arrêtés en possession de 2 pointes d'ivoire dans un motel situé au quartier Montagne Sainte de Libreville. Les détails avec Audrey Mébiam. Alex Adamba, agent à la sécurité pénitentiaire en poste à Libreville, et ses 2 complices, Martial Akoré et Michel Axel Ndong Odzagé, tous de nationalité gabonaise, ont été interpellés en possession de 2 pointes d'ivoire sectionnés en 6 morceaux dans un motel du quartier Montagne Sainte. Cette nouvelle prise de trafiquants d'ivoire s'est déroulée le 12 juin dernier grâce à la bonne volonté des agents de la police judiciaire et de ceux de la direction de lutte contre le braconnage soutenu par Conservation Justice. Les présumés trafiquants se feront surprendre ce jour en flagrant délit de possession et de commercialisation de leur butin. Entendu à chaud au poste de police, le pénitencier avouera avoir abattu un éléphant le mois dernier à Makokou, au village Simintang, avant d'en prélever les 2 pointes d'ivoire. Le second, Martial Akoré, aurait servi d'intermédiaire entre le premier cité et leur présumé acheteur. Le dernier, quant à lui, Axel Michel Ndong Odzagé, ne serait que le transporteur. Pour l'heure, ils sont en attente de leur jugement. Nous sommes en politique, nous y restons. Réaménagement des instances du Parti démocratique gabonais le 12 juin 2019 dernier, du 109 injecté. Ali Bongo Ondimba veut accélérer la transformation du pays en impulsant un nouveau dynamisme pour le bonheur de ses compatriotes. Suivons ce commentaire d'actualité. Le Parti démocratique gabonais, au pouvoir depuis 52 ans, a réorganisé ses instances le 12 juin 2019 dernier, conformément aux articles 76 alinéa 1 et 2 et 79 alinéa 4 et 5 des statuts du parti qui stipulent que le distingué camarade, dans l'intervalle des réunions du Congrès, peut procéder d'une part au remplacement des responsables du parti, membres des instances qu'il préside, et d'autre part, lorsque la nécessité politique l'exige, aux ajustements des instances mises en place par le Congrès. Ali Bongo Ondimba veut donner un souffle nouveau et injecter du sang neuf dans la formation politique qu'il a la responsabilité de manager depuis son accession à la magistrature suprême en 2009.
Cette réorganisation était nécessaire vu que le chef de l'État est en train de créer sa génération politique pouvant impulser son élan de développement afin d'avoir des résultats escomptés. En jetant un coup d'œil sur le rétroviseur, l'on peut s'apercevoir que le numéro 1 gabonais se serait entouré durant son premier mandat de certaines personnes sans fief politique, brillant ainsi par un manque de popularité accentué par une légèreté déconcertante dans la parcelle des responsabilités qu'ils avaient, trahissant ainsi parfois la confiance du chef. Dans sa vision éclairée, l'homme a tapé du poing sur la table pour que ça cesse, histoire de remettre le pays sur les rails. Ceci vaut aujourd'hui des critiques de tout genre, avec pour cible ses collaborateurs les plus proches qui ont pour seul péché de traduire en actes les fidèles instructions du président de la République. Les changements enregistrés aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais suscitent, même s'ils ne le disent pas haut et fort, des frustrations et des bruits de couloir de certains dont le vent du recyclage a emporté des fonctions politiques. Un signal que vient d'envoyer le distingué camarade président qui veut tenter autre chose pour rendre l'ensemble des Gabonais heureux. Les véreux vont certainement s'exposer à la commission permanente de discipline qui ne tardera pas à leur rappeler l'apanage du bon militant. Nous parlons de toute autre chose à présent. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré hier la journée mondiale de la drépanocytose en collaboration avec la Fondation Louise qui a d'ailleurs organisé une conférence débat sur cette pathologie. Parents et enfants étaient présents autour des médecins. Gaël Boubouagnolenga. Le 19 juin de chaque année, le Gabon se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Pour son compte, la Fondation Louise pour l'éducation et la santé a organisé hier à Libreville une conférence débat sur la drépanocytose, distinction entre AS, AC, SS et SC. De nombreux médecins étaient réunis pour sensibiliser les parents et enfants atteints de cette maladie. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, autosomique, ça va simplement dire que c'est une maladie qui naît avec l'enfant. C'est-à-dire que dès que la personne est née, elle a déjà cette maladie-là en elle. C'est inscrit, cette maladie en fait, en sorte, est inscrite dans ses gènes. Et ce que nous pouvons faire, c'est maintenant essayer de compenser, d'éviter que la personne fasse des crises. Quels sont des aspects épidémiologiques et cliniques de cette pathologie? Les aspects épidémiologiques, essentiellement, il faut dire que globalement, c'est une maladie des Noirs. C'est une manière simple de le dire, du Noir et de l'Indien, parce que ce sont les principales populations qui portent en elles ce gène et qui peuvent le transmettre à leur descendance. Et de tous les groupes, enfin les sous-groupes de drépanocytose qui existent, nous en Afrique centrale, nous avons la drépanocytose SS qui est la plus grave et la plus difficile à prendre en charge. Ce qui fait qu'au sein de l'Afrique centrale, là où nous sommes au Gabon, dans la zone forestière, essentiellement en Angola, c'est les zones où on va trouver les formes les plus graves de drépanocytose. Le professeur Jean Coco donne ici les symptômes de la maladie. Les symptômes sont variés. Disons que le symptôme qui domine, ce sont les douleurs. Ce qu'on appelle dans notre jargon les crises vaso-occlusives. C'est des enfants qui ont mal partout, mal aux os, les membres. Ça touche les membres, ça touche la poitrine, ça touche le ventre. Donc, ça c'est le symptôme dominant, c'est la douleur. À côté de ça, il y a la fièvre, avec les infections pulmonaires, les infections urinaires. Et puis il y a les yeux jaunes. Les yeux jaunes avec l'anémie. La mère dit l'enfant est pâle, il ne mange pas bien, il est fatigué. Voilà en gros comme ça les symptômes de la drépanocytose. Par rapport à cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la Fondation Louise a des objectifs à atteindre, lesquels et pas comment. Pour nous, c'est très important de pouvoir commencer à parler librement de la maladie, qu'on puisse en discuter dans nos familles, avec nos proches, de manière publique, qu'il y ait moins de stigmatisation autour de la maladie, qu'on puisse apprendre à réellement la connaître, à savoir comment la prévenir, comment faire en sorte de ne pas la transmettre et puis comment mieux prendre en charge les malades. On a 3 activités phares autour de cette campagne, qui est une campagne d'information et de dépistage.
La drépanocytose est une maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes. La drépanocytose occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale. Après le cancer, le sida, le paludisme, le meilleur moyen de prévention reste la sensibilisation afin de réduire les mariages à risque étant donné que l'on ne pourrait pas guérir cette maladie. Et puis au sortir de cette conférence débat, le vice-recteur de l'Université des sciences de la santé d'Ovendo, Jean Koko, a fait des recommandations au pouvoir public afin de venir en aide aux malades atteints de la drépanocytose dans notre pays. Il est au micro de Gaël Boubouagnolenga. Recommandation phare, c'est déjà faire en sorte que ces malades soient pris en charge à 100%, parce que c'est des malades qui vont être tout le temps à l'hôpital et qui quelquefois nécessitent des examens fréquents, des examens médicaux, et donc il faut qu'ils soient pris en charge à 100%. Ensuite, dans l'idéal, c'est d'avoir un centre dédié à la drépanocytose, un centre spécialisé dédié à la drépanocytose, où on aura tous les spécialistes qui interviennent dans la prise en charge de la drépanocytose, depuis les infirmières jusqu'aux médecins dans différents domaines, des chirurgiens, des hématologues, des pédiatres, des orthopédistes, des psychologues et tout le reste. C'est vraiment ça l'idéal à faire, qu'on attend tous d'ailleurs, l'érection, la création de ce centre spécialisé drépanocytose. Ouverture hier à Libreville de la réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la quintessence des 10 travaux avec Gaël Boubouagnolenga. Les images sont, elles, de Sephora au Gwenkero. La réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se tient depuis le 19 juin 2019 à Libreville, ce jusqu'au 21 juin prochain, d'où le président de ce comité de pilotage a tenu à donner les raisons d'être de ce grand rassemblement des experts de la CEAC. Notre session ministérielle du comité de pilotage vise à examiner et à adopter le rapport du 4e comité technique des experts ainsi que les projets de textes fondamentaux de la réforme institutionnelle de la CEAC. La photographie de la zone Afrique centrale laisse apparaître l'existence de plusieurs communautés économiques dont les missions et les mandats se chevauchent. Quel est alors l'engagement de la commission de la CEMAC sur les réformes institutionnelles de la CEAC? La commission de la CEMAC est engagée, comme vous le savez, dans le processus de rationalisation, dans la fusion constitution avec la CEAC à l'horizon 2023 et qui constituera certainement une des actions fortes de la feuille de route de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, président dédié à la rationalisation des communautés économiques régionales. C'est au secrétaire général de la CEAC de nous dire les faiblesses de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Plusieurs études ont montré les faiblesses et les dysfonctionnements qui ont affecté négativement les performances et l'image de la CEAC. Il n'est pas nécessaire de revenir ici sur les résultats de ces études. Quel sera le nouveau visage de la CEAC après l'aboutissement de ces réformes institutionnelles? L'aboutissement de cette réforme va nous permettre enfin d'être en phase avec le traité d'Abuja pour ce qui concerne l'arrimage de notre communauté à l'Union africaine et de répondre plus efficacement aux besoins de nos économies et de nos populations. Il s'y est de rappeler ici que la conférence des chefs d'État a décidé de placer le processus de la réforme institutionnelle sous la haute autorité du président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, avec l'appui des ministres en charge de l'intégration régionale et d'un cabinet spécialisé. Et puis à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle, le président du dit comité, par ailleurs ministre gabonais des Affaires étrangères, n'a pas manqué de donner des pistes de solutions aux experts réunis afin de réaliser les objectifs du millénaire. Je vous propose d'écouter Alain-Claude Billy Binze au micro de Gaël Boubouagnolenga.
pour réaliser les ambitions de la vision 2025 de la CEAC et l'agenda 2063 de l'Union africaine et assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ses missions. La CEAC doit se repositionner et s'assurer qu'elle dispose de capacités institutionnelles nécessaires, compte tenu de l'évolution des besoins économiques, politiques et sociaux. C'est fort de cela que nos chefs d'État et de gouvernement ont pris de fortes décisions qui constituent une avancée significative dans le processus d'intégration en Afrique centrale. Il s'agit de la décision de la conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC de N'Djamena en 2015 d'opérer la réforme institutionnelle de la CEAC et d'en confier la responsabilité de la coordination à notre pays, le Gabon. De la décision de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC de novembre 2016 à Libreville, qui a demandé l'accélération du processus d'intégration de la CEMAC, processus de fusion entre la CEMAC et la CEAC. Économie à présent, quelle place pour l'entrepreneuriat social au Gabon? C'est le thème retenu pour la première édition du Forum sur l'entrepreneuriat social dans notre pays qui a débuté hier à l'hôtel de ville de Libreville. C'était en présence d'Audrey Mébiam, les images sont de Chomiya Lolo. Je déclare ouvert les travaux du premier Forum sur l'entrepreneuriat social au Gabon. Je vous remercie. C'est en ces termes que le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'Industrie, Jean-Michel Oganaga Empêché, a lancé le début de la première édition du Forum de l'entrepreneuriat social au Gabon sous le thème « Quelle place pour l'entrepreneuriat social au Gabon ?» Une initiative du Consortium des entrepreneurs nouvelle génération qui a émis le vœu d'un projet de collaboration à grande échelle indispensable pour l'avenir de l'économie sociale dans notre pays. En jetant des passerelles entre les différents acteurs publics, privés et solidaires pour la réduction de la pauvreté au Gabon, le Consortium des entrepreneurs nouvelle génération formule un projet de collaboration à grande échelle indispensable pour une alternative économique et des solutions pertinentes donnant lieu à des débats d'idées, du plaidoyer et suscitant des actions innovantes. Le défi est de taille et il est urgent d'agir afin de répondre à l'ensemble des défis que traverse notre pays. Un tel forum est le bienvenu quand on connaît les réalités actuelles du pays qui ne laissent pas indemne cette branche de l'économie, notamment l'économie sociale, d'où ce cri de détresse de la représentante des entreprises de l'économie sociale et solidaire au Gabon. Il convient que le gouvernement porte une attention particulière, notamment sur l'amélioration des routes secondaires pour désenclaver les zones d'exploitation agricole afin de mieux écouler nos produits, la création des marchés communautaires dans les zones périurbaines et le long des voies nationales, une augmentation conséquente des subventions allouées aux entreprises coopératives, la mise en œuvre d'un dispositif fiscalo-douanier plus favorable aux entreprises coopératives, l'accès à la propriété foncière et à la répartition des terres agricoles. S'en est suivi la coupure du ruban qui a marqué le lancement officiel du dit forum qui s'est poursuivi avec la visite des stands des quelques participants présents. Démarré le 19 juin 2019 à l'hôtel de ville de Libreville, il s'achèvera le 21 juin prochain par la restitution du déroulé. À l'étranger, à présent, la justice française a définitivement validé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a rejeté les derniers recours formés par l'ancien président français et ses coprévenus, lequel pèserait d'ailleurs une autre menace sur le financement illégal de la campagne 2012. Le procès de Nicolas Sarkozy devra se tenir dans les mois à venir à Paris. Revenons sur le continent africain. 3 jours après la disparition de Mohamed Morsi, son décès émeut tout particulièrement la Jordanie et la Turquie. Pour le président turc, l'ancien chef de l'État égyptien aurait été tué. Le point avec nos confrères de la presse internationale.
Une prière collective à la mémoire de l'ancien président égyptien islamiste décédé lundi après un malaise au tribunal et 6 ans de détention. Ses partisans lui ont rendu hommage dans de nombreux pays, comme ici au siège des Frères musulmans à Amman, en Jordanie. Ils accusent le régime égyptien d'avoir assassiné Mohamed Morsi. Le docteur Morsi a vécu 6 ans dans un isolement cellulaire, privé de médicaments et de communication avec sa famille et ses partisans. Il s'agit d'un assassinat. Nous le considérons comme un martyr de Dieu. Cet homme défendait les gens opprimés en Égypte et partout dans le monde. Et c'est la moindre des choses pour tous les musulmans de lui rendre hommage. Ces conditions de détention sont également pointées du doigt par l'ONU et des organisations de défense des droits humains qui réclament une enquête indépendante. Nous avons appelé les autorités égyptiennes à mener une enquête indépendante, impartiale, efficace et approfondie sur son décès. Les autorités égyptiennes avaient l'obligation et la responsabilité de veiller à ce qu'ils disposent d'un accès adéquat aux soins médicaux et à ce que ces conditions de détention soient conformes aux normes internationales. Suite à cette demande d'enquête sur le décès de l'ancien président, les autorités égyptiennes ont aussitôt réagi. Selon elles, il ne s'agit ni plus ni moins d'une tentative délibérée pour politiser un cas de décès naturel. Une version rejetée en bloc par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui affirme que Mohamed Morsi a bien été tué. C'est la fin de cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie de nos programmes car le meilleur reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.